Amis des oscilloscopes, bonsoir. Bon, encore une vidéo qui n'était pas réellement prévue, mais ça fait plusieurs fois que je vois des fois des commentaires ou qu'on m'envoie des questions sur le fait de dire « Oh là là, je viens juste d'acheter un oscilloscope, c'est un truc que j'ai payé assez cher, et j'ai très peur de l'endommager, j'ai peur de faire des fausses manips et des choses comme ça. » Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que risque réellement un oscilloscope. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire et quel est le danger réel de l'endommager. Et je vous rassure tout de suite, on va voir que dans la majorité des cas, en fait, on risque rien. Tout ce qu'on risque, c'est, comme on va le voir, de rien voir ou d'avoir de mauvaises mesures, mais ça va pas plus loin. Alors, regardons ça tout de suite. Pour déjà illustrer nos propos, alors il y a, on va le voir, éventuellement des différences entre les oscilloscopes, on va dire traditionnels, comme celui-ci, qu'on appelle analogique, et les oscilloscopes numériques. Alors déjà, on va aborder le problème des réglages. En gros, est-ce qu'en manipulant les réglages, déjà comme ça, sans parler de brancher quoi que ce soit, je peux l'endommager? Il faut savoir que normalement, un appareil bien conçu est fait de telle façon que, quels que soient les réglages qu'on fasse, au pire, ça ne marche pas comme on veut, mais je veux dire, ça ne l'endommage pas. Et c'est, on va dire, le cas ici d'un oscilloscope. Alors, il y a une exception pour les oscilloscopes ici analogiques, c'est ici l'intensité. Si on laisse le faisceau ici électronique trop brillant et surtout toujours à la même place, ça finit éventuellement par marquer ici le tube, ça le brûle comme on dit, et c'est d'autant plus vrai ici si on est en mode XY. Le mode XY où on voit ici qu'on a un seul ici spot. Donc là, il faut vraiment faire attention quand on est dans ce mode-là, en effet, de ne pas avoir trop de luminosité et pas y rester trop longtemps, parce que sinon, en effet, ça va marquer ici le tube. Mais voilà, je veux dire, c'est le seul truc, on va dire, où éventuellement on peut l'endommager. Et en règle générale, de toute façon, il ne faut pas mettre l'intensité trop forte. Il faut la mettre, je veux dire, de façon suffisante pour observer le signal. Mais voilà, à part ça, voilà, on risque pas de l'endommager. Tout ce qu'on risque, en effet, par contre, c'est d'avoir une fausse mesure, d'avoir un signal qu'on ne voit pas, ou des choses comme ça. Sur un oscilloscope analogique, si à un moment donné, on a fait des réglages et puis on ne voit plus rien et tout ça, il faut revenir, on va dire, au réglage de base. Alors, j'ai déjà montré dans une vidéo, je ne vais pas le refaire, mais enfin voilà, j'avais montré dans cette vidéo, ici, en gros, sur un oscilloscope analogique, quels sont les réglages à faire, de façon, on va dire, à revenir à la normale. Donc voilà, ici, ce qu'on peut dire pour les oscillos analogiques. Pour les oscilloscopes digitaux, on va dire, c'est exactement le même principe, et sachant qu'ils ont en plus un truc qui est super sympa, c'est que souvent, ils ont soit directement, comme celui-ci, une touche voilà, qu'on appelle preset, qui permet de revenir à un réglage bien défini. Soit, alors, c'est pas toujours une touche, sur le Rigol, par exemple, il faut aller dans le menu fichier défaut. Et en même temps, ils ont aussi cette fameuse touche AutoSet, là, qui permet à un moment de tout régler comme il faut. Donc, à ce niveau-là, on va dire, au niveau des réglages, c'est exactement pareil. Là, on peut faire tout ce qu'on veut. Au pire, on aura une fausse mesure. Au pire, on verra rien. Au pire, on aura n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas ici l'endommager. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune peur à avoir à ce niveau-là. Alors ensuite, au niveau de ce qu'on branche. Alors, tous les oscilloscopes, généralement, ont sur leur manuel, mais souvent c'est marqué. D'ailleurs, je vais enlever ici la sonde pour qu'on le voit. Ici, on voit, si vous regardez bien, un mégome. Donc ça, c'est l'impédance d'entrée ici de l'entrée. Et on voit inférieur ou égal à 300 volts RMS et inférieur ou égal à 400 volts pic. Voilà, ça veut dire que sur cette entrée ici, il ne faut pas dépasser ces valeurs-là. Si on les dépasse, là, en effet, ça peut l'endommager. Donc, généralement, ces valeurs-là sont réelles, quelle que soit la gamme. C'est-à-dire que même à sensibilité maximum, bien sûr, ça va saturer complètement l'affichage, mais ça ne l'endommagera pas. Regardez bien, 300 volts RMS, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que pour arriver à ces tensions-là sur des montages courants, c'est quand même très peu courant. Si on travaille souvent avec des montages alimentés en 5 volts, en 12 volts ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de risque particulier. La règle donc, c'est que si on a des montages isolés du secteur, c'est-à-dire alimentés par batterie, alimentés par pile, ou sur des alimentations comme celle-ci, par exemple des alimentations de labo qui sont isolées, donc avec des tensions, on va dire, je dirais même en dessous de 100 volts, on se garde de la marge, ici on ne risque pas de le faire. Alors, il faut faire attention quand même à une chose, c'est aux montages qui ont des éléments inductifs, qui peuvent éventuellement faire des hautes tensions. Enfin, même un relais sans diode de roue libre, généralement, ça fera quand même pas une impulsion qui ira si haute ici que ça peut l'endommager. Maintenant, il faut quand même faire très attention si on travaille avec des montages qui sont faits pour faire de la haute tension.
Le cas typique, ça va être des montages genre bobines de Tesla, des trucs pour faire des étincelles, tous ces petits montages chinois là pour faire de la haute tension. Donc ça, c'est là pour le coup, on peut atteindre facilement ces tensions-là, et là il faut bien sûr y faire attention. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle personnellement, je déteste dans un labo tous les montages genre Tesla, tous ces machins-là. Ça fait de la très haute bourre, mais c'est aussi un bon moyen de tout bousiller. Ça fait des champs électriques qui sont très intenses. Si vous bricolez ce genre de trucs, je vous conseille de les essayer en dehors de votre labo, dans le jardin ou autre, parce que, surtout on fait des grosses bobines de Tesla, ça peut éventuellement faire des tensions qui vont largement dépasser ça et faire des bêtises. En même temps, moi, les bobines de Tesla, c'est vrai que j'en ai fait, mais je veux dire, c'est un truc, à part faire des étincelles, on y passe du temps, puis ça sert plus à grand chose. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Toujours est-il que, voilà, ici, à ce niveau-là, on risque rien. Il ne faut pas oublier qu'en plus, généralement, on utilise des sondes comme celle-ci, qui sont soit des sondes x10 ou x100, qui, en même temps, augmentent encore cette possibilité. Ici, si j'utilise une sonde x10, ça veut dire que là, 300 volts, en théorie, je peux aller jusqu'à 3000 volts sans dépasser, ici, la tension max. Alors attention, ça, c'est un calcul. Dans la réalité, il faut regarder la doc des sondes. Les sondes n'autorisent pas forcément, je veux dire, elles sont pas forcément prévues pour de telles tensions d'isolation, ce qui peut faire des claquages. Donc là-dessus, il faut faire attention. C'est pareil, si je mets une sonde x100, d'accord, 100 x 300, ça fait 30 000 volts, rien garantit qu'elle tient cette isolation. Donc il ne faut pas se baser que là-dessus. Et en même temps, j'en avais déjà parlé dans les sondes, il ne faut pas oublier qu'il y a des courbes dans les docs des sondes, qu'on appelle les derating curves, là, qui montrent qu'en fonction de la fréquence, du fait que la capa ici d'entrée devient de plus en plus passante en fonction de la fréquence, la tension max se baisse. C'est-à-dire qu'une sonde comme ça, par exemple, elle accepterait peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 300 volts en continu, mais à 10 kHz, par exemple, on utilisera moins, à 1 MHz, encore moins, et ainsi de suite. Enfin ça, encore une fois, je vous conseille de regarder ma vidéo ici sur les sons. Donc voilà, ici, le principe où, là, encore une fois, tant qu'on fait, je veux dire, donc des mesures qui reste dans ces limites-là, généralement, on risque rien. Pareil, au pire, on sature, on va faire ici l'essai, voilà. Si ici, j'ai un signal, vous voyez, même si ici, je me mets au max possible, voilà, donc je suis à 10 millivolts, on voit que le signal il est complètement out of screen, ici, et voilà, je veux dire, j'endommage absolument rien, c'est simplement que je le vois pas. Voilà, alors que si bien sûr je baisse, là, voilà, je vais à un moment avoir un signal qui va être beaucoup plus facile à voir, mais voilà, encore une fois, à part le fait de rien voir ou de saturer, je ne risque rien. Alors attention, là, j'ai bien parlé de montage isolé du secteur. Dès qu'on va avoir des montages pas isolés du secteur, et ça, je vous renvoie à mes vidéos sur les sondes différentielles, là, c'est pas du tout la même histoire. Là, vous risquez fortement de bousiller et l'oscilloscope, et vous-même. Enfin, c'est là, pareil, je vais pas me répéter, mais faut pas faire de mesures avec un oscilloscope comme ça, directement sur des montages reliés au secteur, sans utiliser de sonde différentielle. Là, pour le coup, vous risquez de le bousiller de façon certaine. En même temps, ces oscillos-là, donc ça coûte relativement cher, et surtout maintenant c'est des trucs CMS et tout, ça se répare pas forcément bien. Et souvent les garanties ne couvrent pas le fait que ça soit abîmé suite à une surtension. Donc voilà ici pour cette partie-là. Alors le dernier volet, en fait, où on peut endommager ces oscilloscopes, c'est purement mécanique. Alors il y a un ennemi très fort de l'oscilloscope, c'est ça, c'est le fer à souder. Pourquoi? Parce que, surtout si on met l'oscilloscope à niveau de sa table de travail, à un moment donné, on soude, on fait pas gaffe, on regarde un truc, et puis, pouf, on touche avec le fer, bon là il est froid, ici, et on fait des marques de brûlé, soit sur l'écran, soit sur le truc. Et bien sûr aussi sur les sondes. Donc ça, c'est un des plus gros ennemis en fait de votre oscilloscope, c'est purement mécanique. C'est pour ça que moi généralement mes appareils qui sont relativement coûteux, comme vous pouvez le voir, je les mets en hauteur. Vous voyez ici par rapport à ma paillasse, ici ce qui fait que comme je travaille ici à niveau avec mon fer, j'ai quand même moins de chances de l'endommager. Il y a une autre chose qui peut les endommager aussi, les appareils, c'est purement mécanique. Si on regarde les anciens oscilloscopes, ou les analyseurs logiques comme celui-là, c'est un machin qui pèse très lourd, qui est très stable. Je veux dire, enfin, pour le foutre par terre, c'est très difficile. Les oscilloscopes modernes sont beaucoup plus légers, ont une assise qui est beaucoup trop, et on voit qu'ils bougent très facilement. Ce qui fait qu'on peut très facilement les foutre par terre.
Surtout si on fait la connerie de laisser les câbles qui traînent. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire attention. Je déconseille par exemple de laisser des câbles de sonde comme ça traîner, hein, ou des câbles BNC par exemple qui relient ça à un autre appareil qui traîne, parce qu'on a vite fait de se prendre dedans, un bras, un pied, surtout si le câble est trop long. Et là pour le coup on arrache tout et on le fout par terre. Et ça généralement, bah, ça pour le coup c'est les bougies. Donc voilà, hein, je crois que finalement, dans bien des cas, le plus gros risque, il n'est pas électrique, on va dire, il est, on va dire, mécanique. Voilà pour cette vidéo de ce soir, donc bah, j'espère que ça vous aura intéressé, et donc hein, je résume en fait, hein, c'est que tant qu'on mesure, on va dire, des tensions isolées du secteur, et on va dire en dessous de 100 volts, hein, eh ben, on ne risque pas d'endommager un oscilloscope, surtout si on utilise une sonde x10, que limite le plus grand risque c'est plutôt de le cramer avec un fer à souder ou de le foutre par terre, c'est plutôt à ça qu'il faut faire attention. Et donc là-dessus, vous pouvez y aller, je veux dire, sans problème. Par contre, hein, et je le répéterai jamais assez, pour faire des mesures secteurs ou des trucs comme ça, bah, utilisez, hein, j'en ai déjà parlé X fois, des sondes différentielles. Voilà, et là, vous aurez aussi la certitude de ne pas endommager votre oscilloscope, de ne pas vous tuer vous-même et de rien bousiller. Vous avez peut-être remarqué, j'espère que le son est un peu meilleur que d'habitude. Sur le conseil de certains internautes, déjà j'ai acheté un micro, donc j'ai acheté ça, c'est une boîte allemande qui s'appelle Thomann, qui a l'air d'être très spécialisée là-dedans. J'ai fait un support comme j'ai pu, mais voilà, ça a l'air pas mal. Et pareil, au niveau de la prise de vue, là, j'ai réinstallé un soft, j'ai fait là des tas de réglages, et a priori comme ça, hein, moi je suis pas un spécialiste de l'audio vidéo, mais ça m'a l'air quand même de meilleure qualité. Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal, t'es pas bien, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mangé trop de piment? Hein, bah oui, je te l'ai déjà dit 100 fois, mon petit gars. Hein, le piment, c'est comme les autoroutes, hein, on paye à la sortie. Allez. Oh là 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 là, ce Maurice. Bon, eh ben, que le démon des oscilloscopes vous évite de les bousiller. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.